Amis mélomanes, bonjour, c'est Julien de Parlons BO et je suis très heureux de vous retrouver pour ce 5e épisode de Parlons BO. Je prends une seconde pour remercier tous ceux qui ont suivi le hors-série en 3 parties sur Hans Zimmer, et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous propose de les écouter parce que pour peu que vous soyez sensible à la musique, et si vous êtes là en train de m'écouter, je ne doute pas une seule seconde que ce soit le cas, vous en sortirez forcément un peu remué, et tout du moins, vous en apprendrez quand même pas mal sur le monsieur et sur la composition de la musique de film. Après ce hors-série sur Zimmer, je me suis aussi essayé au format short pour YouTube et Spotify. Alors, si la durée du programme est très courte, sa préparation, elle, ne l'est pas du tout. C'est une alternative sympathique aux épisodes longs, que je compte poursuivre, même si le temps me manque cruellement en ce moment. Parce que l'été est parmi les périodes les plus remplies de l'année dans le cadre de mon travail. Mais ce qui est sûr, c'est que je manque ni d'idées ni de motivation, donc ça va continuer. Je rappelle que vous pouvez me suivre sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music et autres plateformes de podcast, et même sur YouTube. Donc concrètement, vous n'avez aucune excuse pour louper les épisodes. Les liens sont disponibles en description de l'épisode d'ailleurs. Depuis le dernier épisode, il y a eu un petit changement que peut-être vous avez déjà remarqué. J'ai changé de micro pour avoir un rendu plus agréable à vos chères oreilles, mes amis. Donc j'espère que ça s'y connaîtra à l'écoute du podcast et que vous le trouverez un peu plus suave et un petit peu plus agréable. Alors, revenons à nos moutons, parce que, une fois n'est pas coutume, le programme est chargé. Là, on est sur la fin de l'été. L'été, c'est aussi souvent les voyages, l'aventure, et je vous propose de prolonger un peu cette période estivale avec la thématique de cet épisode. Sachez que je suis un grand enfant. Quand je vais voir des films, moi j'aime la tôle froissée, les explosions, les combats, et j'aime quand ces scènes sont impressionnantes et fun à la fois. Donc, je vais vous proposer, au travers de 8 morceaux, d'écouter des musiques composées pour illustrer des courses-poursuites ou du moins des scènes où on va trouver de la bravoure, de la tension, de l'épique, où tous ces éléments sont rois. Ce sont des films que j'associe à l'été, même si leur action ne se situe pas forcément à cette période de l'année. Ce 3e épisode a été une sorte de challenge musical pour moi, dans le sens où devoir choisir parmi quelques morceaux musicaux qui sont parmi ceux que je préfère, c'est compliqué. Alors, je suis quand même arrivé à vous proposer 8 morceaux pour vous faire ressentir une belle poussée d'adrénaline. C'est dur à dire ça, adrénaline. Mais alors, bien évidemment, c'est une sélection qui n'est absolument pas exhaustive. J'en ai gardé sous le coude pour une seconde partie, l'année prochaine, par exemple, si celle-ci vous plaît. Alors, on va démarrer avec le premier morceau. Je tiens juste à vous préciser que si je l'ai mis en premier, c'est parce que je l'ai écouté en boucle à sa sortie. J'ai acheté le CD et il tournait dans le lecteur. Alors, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Attachez vos ceintures parce que, croyez-moi, ça va décoiffer.
Le Retour de la momie, film réalisé par Stephen Sommers, est sorti en 2001 avec Brendan Fraser, John Hannah et Rachel Weisz. C'est la suite de La Momie, du même réalisateur. Alors, deux très bons films, surtout le premier, mais sa suite, dont vous venez d'entendre le morceau My First Bus Ride, composé par le grand, l'énorme Alan Silvestri, contient des passages vraiment super fun. Je connais chaque mesure de la partition, tellement je l'ai écouté ce morceau. C'est incroyable. Quand je pense à Alan Silvestri, c'est ce style musical qui me vient en tête, c'est-à-dire une composition énergique, une utilisation très très appuyée des percussions et des cuivres, et un thème épique mémorable. Si vous repensez à Retour vers le futur, qu'il a composé, ce sont les mêmes aspects qui ressortent. La scène correspondante à ce que vous avez écouté se situe à Londres. Le héros du film, Rick, vient de sauver sa femme Evie et son fils Alex de la momie Imhotep avec l'aide de son beau-frère, un peu gaffeur, Jonathan, et d'un guerrier Medjay. Au moment où ils s'échappent, la momie lance à leur trousse 4 soldats momies qu'elle a ressuscités, et le frère d'Evie, après avoir cassé la clé de la voiture qui devait leur permettre de prendre la fuite, va trouver un autre véhicule qui sera, ni plus ni moins, qu'un de ces fameux bus londoniens à 2 étages, si emblématiques de la ville. Alors, je cherche, dans ce que je vous propose là, à ne pas vous placer que des courses-poursuites banales de voitures. On va varier les plaisirs parce que c'est ça qui est drôle aussi. Alors là, on a des dérapages, des bastons dans le bus qui sont rythmés par les embardés du véhicule et un final où le héros semble surfer sur le toit d'un bus dont le toit a été décapité par un pont. C'est une course-poursuite hyper originale et vraiment très fun. Mais vraiment, c'est un fun qui se ressent dans la musique et Silvestri dira lui-même que c'est un des projets qu'il chérit le plus. Je vous ai fait écouter une version révisée de ce morceau, tirée du double album sorti chez Intrada et qui contient la BO complète sur 2 CD. Alors, pour info, j'ai édité le morceau pour le raccourcir parce qu'il dure un peu moins de 8 minutes en principe. Alors, pourquoi parle-t-on de réviser ? Parce que une fois que Silvestri a composé et enregistré le morceau, il a fallu par la suite répondre à des problématiques de montage et de post-synchronisation. Ça, c'est quelque chose qui arrive systématiquement lorsqu'on fait un film. Il a donc enregistré une seconde version, celle que vous avez écoutée, pour qu'elle colle davantage aux actions qui sont montrées à l'image. Et au final, le film utilisera une combinaison des 2 versions, mais il me semble que la majeure partie des prises qui ont été conservées correspondent à cette version-là. Sur cette BO, Silvestri utilise un ensemble de 100 musiciens et 60 choristes. Alors les influences de Silvestri sont multiples, de John Williams en passant par Korngold. Le compositeur imagine la musique comme celle d'un film de pirate, d'où Korngold, et le thème de Rick que vous avez entendu à plusieurs reprises durant le morceau fait directement écho à Errol Flynn. Ce score est thématique, il est épique, romantique et il y va à fond, sans oublier le côté sombre, inquiétant et suspense. Silvestri précise que sa BO contient 4 thèmes principaux. Celui que vous venez d'entendre, qui correspond au thème du groupe de héros, formé par donc Rick, Evie, Alex, leur fils, John et le guerrier Medjay. Silvestri tient aussi à ce que les chœurs et l'orchestre soient enregistrés ensemble, dans la même pièce. Alors ça peut sembler normal et logique, mais c'est très 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 loin d'être la norme à Hollywood. Le plus souvent, les différentes sections de l'orchestre sont enregistrées séparément et à différentes heures de la journée. Silvestri, lui, a un but précis, c'est de créer une prestation pleine d'énergie en permettant à tous les musiciens de se laisser galvaniser par l'interprétation des uns et des autres. Et il n'y a qu'en enregistrant tous ensemble que c'est possible. Cet esprit de groupe va mener Silvestri à enregistrer ce morceau selon une méthode qui est là aussi peu orthodoxe, à savoir que
habituellement, pour un morceau qui avoisine les 8 minutes comme celui-ci, le compositeur enregistre l'orchestre en plusieurs sections, en plusieurs fois. Mais les musiciens ont insisté pour le faire en une seule prise. Donc, ils ont fait 3 ou 4 prises, comme une forme de répétition, si vous voulez, et ont gardé l'intégralité de ce qui a été enregistré. Donc, à la 4e prise, je crois. Ça peut sembler anodin, mais c'est ce qui donne toute la puissance et tout le fun à ce morceau. Le réalisateur Steven Sommers voulait que ce second volet coche les cases que la suite d'un film à succès se doit de cocher. Donc, plus grand, plus long, plus fun, plus impressionnant, plus massif. Donc le compositeur va tout faire pour coller à ce cahier des charges en proposant un score à la hauteur, sans pour autant être indigeste. Et ça, c'est important. La musique de Silvestri est quasiment omniprésente et dans mes souvenirs, le mixage du film lui laisse toute sa place. On la remarque et on a tout loisir de l'apprécier, d'autant plus que lors du générique de fin, on a l'occasion d'entendre une suite qui reprend les principaux thèmes du film, bon, en plus d'une chanson qui est totalement oubliable. Alan Silvestri a failli mettre en musique le premier Pirate des Caraïbes avant que la production ne demande à Hans Zimmer de prendre la relève. Silvestri n'avait quasiment rien composé et ne garde aucune rancœur suite à cette expérience, étant donné que Jerry Bruckheimer, producteur de Pirates des Caraïbes, avait déjà plusieurs fois collaboré avec Hans Zimmer par le passé. Si je mentionne cette anecdote, c'est parce que ce film, Le Retour de la momie, va sortir 2 ans avant Pirates des Caraïbes et je suis persuadé que Jerry Bruckheimer, en entendant ce que Silvestri a fait pour la momie, s'est dit que son style serait absolument parfait pour un film de pirate. Bon, on n'aura jamais eu un film de pirate par Alan Silvestri, mais Le Retour de la momie nous donne un aperçu de ce que ça aurait été. L'ensemble de la BO est très thématique, donc l'écoute dans sa globalité est très variée. On est sur du 100%, allez, 95% orchestral. C'est grandiose, épique et alors surtout, mais qu'est-ce que c'est fun! J'ai presque envie de mettre cette BO en parallèle avec l'attraction Shambhala à Port Aventura en Espagne. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est du fun du début jusqu'à la fin. On a des sensations, on a de l'excitation, on a de la tension, on a de l'action, enfin tout ce qu'on recherche quand on parle d'exotisme et de voyage. Et c'est un voyage qui est virevoltant, épique et duquel vous ressortez plein d'émotions, sans oublier l'aspect extrêmement amusant de l'expérience. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans cette BO autant que dans l'attraction dont je vous parle. Vraiment, c'est typiquement le style de musique que j'affectionne au cinéma et ça me manque cruellement aujourd'hui. Cette musique ne vieillit tout simplement pas parce qu'elle est créée pour être intemporelle. Elle est créée pour être classique. Elle est créée pour être un hommage à ce qu'Hollywood a fait de plus beau et de plus puissant, de plus épique et de plus divertissant en matière de musique de film. Silvestri mériterait un épisode à part entière, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresserait. En attendant, morceau suivant.
On est en 1988, c'est un film réalisé par Ron Howard avec Warwick Davis et Val Kilmer pour les plus connus. Il s'agit bien sûr de Willow, superbe film d'heroic fantasy, mise en musique par mon compositeur numéro 1, James Horner. Alors pour les derniers de la classe qui ne l'auraient pas vu, Willow of Good est un jeune fermier, un apprenti magicien du peuple des Néolines qui découvre un bébé abandonné qui, selon une prophétie, est destiné à mettre fin au règne de la sorcière Bavmorda. Il doit protéger cet enfant et pour ce faire, il est aidé par un guerrier, mercenaire, arrogant, typique des productions de George Lucas, mais habile, qui s'appelle Mad Martigan, joué par Val Kilmer, qui aurait pu absolument être joué par Harrison Ford, à mon avis. Et ils vont tous deux devoir affronter la sorcière qui va chercher à s'emparer du bébé, qui est en fait la princesse Elora Danan. C'est une des compositions les plus énergiques et épiques de James Horner. Il y en aura encore, mais c'est à cette heure-là, on est en 1988, clairement, on est dans le haut du panier, et même encore aujourd'hui. Ce morceau s'ouvre sur des cymbales et des cuivres, accompagnés par une section de cordes qui vont appuyer l'action. Alors, il y a une chose dont on ne se rend peut-être pas compte à l'écoute, mais c'est un morceau qui contient des changements de tempo vraiment frénétiques. On commence avec 140 pulsations minutes, et on va évoluer vers 80 pulsations lorsque les héros s'échappent de la taverne. C'est une scène assez drôle où Mad Martigan, déguisé en femme, envoie un bon crochet du droit à un grand barbu un peu lourdingue qu'il trouvait un petit peu trop entreprenant. Et donc il va s'échapper de cette taverne avec le bébé. Willow sautant de justesse sur le chariot que Mad Martigan vient de voler. Et évidemment, là, la course-poursuite peut commencer. Alors, très rapidement, ce thème épique du personnage va se faire entendre. Ce que vous avez entendu tout au long du morceau, c'est le thème qui sera associé à Mad Martigan. La musique va ensuite marquer un ralentissement, le temps d'évoquer un court motif représentant Willow lorsqu'il se penche sur Elora pour s'assurer qu'elle va bien. C'est un motif qui est très doux, typique de Horner, qu'on va retrouver à chaque fois que Willow va tenter un acte courageux pendant cette course-poursuite. Ensuite, Horner va utiliser certains cuivres pour donner un effet comique que l'on entend habituellement dans des dessins animés. Notamment un son très nasillard, très drôle, peut-être joué par une clarinette, mais j'en suis pas très sûr. Le thème de Mad Martigan revient régulièrement, mais Horner le modifie, ou ne le laisse que partiellement s'exprimer, pour générer de la tension et du suspense, étant donné que l'issue de l'action reste incertaine. L'arrangement est très riche, comme toujours chez James Horner. On retrouve tout le long du morceau des percussions énergiques, jouées à la caisse claire, qui rythment régulièrement la poursuite au rythme des chevaux, mais on trouve aussi des ponctuations claires au carillon. Horner va aussi varier brutalement les rythmes pour illustrer le chaos et l'imprévisibilité de l'action. Les piccolos vont ensuite appuyer les cordes pour faire virevolter encore plus l'action, comme l'a fait Alan Silvestri sur Le Retour de la Momie. Ça donne un effet vraiment léger, un peu comique. Disons que ça élève un petit peu l'état d'esprit de la scène et ça la rend un petit peu plus légère en tout cas. Vers la fin du morceau, on entend même très brièvement la marque de Horner avec son motif du danger qui est joué très rapidement et qui se compose toujours des mêmes 4 notes qui sont très clairement identifiables. Mad Martigan fait tournoyer une boule cloutée retenue par une chaîne autour de lui et pendant la montée finale des cuivres accompagnée par les percussions et les cordes, ça va illustrer le duel des deux chariots qui foncent l'un sur l'autre. C'est une scène qui fait écho aux joutes des chevaliers au temps du Moyen-Âge. Un duel donc qui stoppe à son point culminant où Mad Martigan lance son arme sur le chariot qui arrive en face, ce qui envoie l'un des deux occupants dans le décor et provoque le crash du second. Le morceau se termine alors sur une série de 3 notes, répétées au cor français, accompagnées par un piano qui joue sur un registre grave et puis on va entendre un thème joué à la flûte traversière qui représente le bébé Elora. Ce qui permet à Horner, après le chaos auquel on vient d'assister, de nous ramener vers le lyrisme et vers la prophétie autour du bébé. Alors maintenant, je voudrais vous parler de l'inspiration de Horner pour le thème héroïque de Mad Martigan. Horner n'a jamais caché avoir puisé dans les œuvres classiques pour créer sa musique. Pour ce thème, il est allé du côté de Schumann et du premier mouvement
de sa symphonie numéro 3 appelée Renan. Je vous mets le thème de Mad Martigan et immédiatement derrière l'extrait de la symphonie numéro 3 de Schumann pour que vous puissiez voir les liens de filiation. Vous voyez, c'est quasiment la même chose. Horner a rajouté quelques notes, mais 80% du thème est déjà là. Ces emprunts lui seront très régulièrement reprochés au long de sa carrière, mais après tout, même John Williams l'a fait, notamment pour Star Wars. Donc là, on n'est plus sur un hommage qu'un plagiat, et quelque part, la musique est faite pour vivre, on s'en inspire, on recycle entre guillemets certaines idées, et Horner a développé ce qu'il avait déjà entendu chez Schumann, donc chez Schumann et d'autres, parce que c'est pas le seul. La BO de Willow fait clairement partie des chefs-d'œuvre de Horner. Il a enregistré le score avec un orchestre de 120 instruments et musiciens, et ils ont joué tous les morceaux, toute la BO, en même temps, au lieu d'enregistrer séparément certaines sections, comme il est souvent usage de le faire. Donc une section de cordes, une section de cuivre, là, tout a été enregistré en même temps. Ce qui, ajouté aux emprunts de Horner et ses inspirations vers des compositeurs classiques, va offrir un rendu proche de la musique classique avec, de fait, au niveau de l'enregistrement, une gamme dynamique très large à l'écoute. Ça, c'est une autre caractéristique récurrente avec les enregistrements de Horner. Ce sont des enregistrements qui obligent à une écoute posée parce que les sons les plus faibles sont tellement peu perceptibles qu'à la moindre pollution sonore environnante, on n'entend plus rien, ou on passe à côté des trois quarts. Et c'est aussi une autre BO fondatrice de ma passion pour la musique de film. Allez, on commence à ralentir? Non, je ne crois pas. Au contraire, c'est parti.
On est en 1996, un film de Brian De Palma, le tout premier Mission Impossible avec Tom Cruise en tête d'affiche. Ce film est l'allumette qui mettra le feu à Hollywood le temps de 7 autres films. On y retrouve Ving Rhames, Jon Voight, Christine Scott Thomas, Jean Reno et Emmanuel Béard. À la composition, on a un compositeur qu'on ne s'attend pas forcément à retrouver dans le registre de l'action-espionnage et qui pourtant va composer un score fantastique, à savoir Danny Elfman. Alors, anecdote éclair, c'est Alan Silvestri qui avait composé la musique du film, mais elle a été rejetée. Et heureusement, parce que c'est vraiment pas terrible du tout, malheureusement. Danny Elfman va avoir à peine un peu plus d'1 mois pour écrire et enregistrer le score, et c'est incroyable de qualité quand on voit le peu de temps qu'il a eu pour enregistrer. Alors je vous ai dit que j'étais parti sur l'originalité des courses-poursuites, on ne va pas déroger à la règle parce que dans cette scène, Ethan Hunt, interprété par Cruise, vient de filmer en cachette les aveux de Jim Phelps, interprété par Jon Voight, qui, lorsqu'il s'en rend compte, abat froidement le personnage d'Emmanuel Béard, prise dans ce pseudo-triangle amoureux, et il prend ensuite la fuite sur le toit du TGV, qui est en mouvement à 300 km/h, et dans lequel va se situer le combat, en tout cas le final du film. Le morceau s'appelle Zoom A et Zoom B, parce qu'il est divisé en 2 parties. Zoom A commence alors que Ethan Hunt prend la poursuite de Phelps sur le toit de ce train lancé à 300 km/h, alors qu'un hélicoptère piloté par le méchant Jean Reno, c'est normal, c'est un Français, suit le train pour tenter de récupérer Jim Phelps et prendre la fuite. La première minute dans le film est totalement dépourvue de musique, mais ce qu'a composé Elfman est bien présent sur l'album d'origine ainsi que sur la version intégrale éditée par La La Land Records que vous venez d'entendre. Donc, vous en avez plus que dans le film et ça explique l'instrumentation dépouillée et un peu déconcertante du début parce que, étant donné le volume des effets sonores au début de la séquence, je pense que Elfman a estimé complètement inutile de commencer à grand effort de cuivre et de percussions. Au lieu de cela, il ouvre le morceau avec des percussions éparses, rythmées de façon un peu chaotique, avec quelques attaques de cuivre très sèches et des cordes stressantes. Tout cela pour augmenter la tension, déjà largement palpable, étant donné que 2 personnages rampent sur un TGV qui roule à fond. Elfman jouera même de façon dissonante le thème d'Ethan Hunt que vous entendrez victorieux à la fin du morceau, juste avant la reprise du fameux thème de Mission Impossible. On voit très rapidement, dès le début de la scène, le danger qu'encourt l'hélicoptère, puisque un tunnel est bien visible au loin. Jean Reno déploie un câble au bout duquel Phelps va s'attacher à l'aide d'un crochet, et la seconde citation du thème d'Ethan Hunt arrive au moment où il se laisse emporter vers Phelps, qui est déjà à l'arrière du train, et qui s'efforce de se raccrocher, de s'attacher au crochet qui est relié à l'hélicoptère. Hunt lui prend le crochet des mains, l'attache sur la partie fixe du train. Désormais, l'hélicoptère est solidaire du train. Phelps lui envoie un coup de pied qui va l'envoyer sur le côté du train. Et la musique atteint le paroxysme du chaos, alors que l'hélicoptère relié au train n'a plus d'autre choix que de s'abaisser pour poursuivre malgré lui le train sous le tunnel. Et c'est ici que démarre la deuxième partie du morceau, Zoom B, alors que Hunt est toujours accroché sur le côté du train. Phelps, lui, détache l'hélicoptère, tente de s'en approcher. Les cordes vont alors passer d'un registre grave à un registre aigu, avec un roulement de cymbales pour nous faire entrer dans une phase plus suspense que action. Cruise est toujours accroché sur le côté du TGV, parvient à remonter sur la face du train in extremis alors qu'un autre train les croise. Et là, on atteint les summums du ridicule quand l'hélicoptère est pris dans les secousses provoquées par le second train, mais il continue malgré tout à poursuivre le TGV sans aucun problème. C'est Hollywood, tout va bien. Phelps s'accroche enfin au pied de l'hélicoptère et Kruger, qui donc est joué par Reno et qui pilote l'engin, va même essayer de décapiter Ethan Hunt avec l'hélice de son engin. La musique va alors suivre le mouvement en augmentant la tension avec une utilisation beaucoup plus nerveuse des flûtes et des piccolos, des cuivres et des percussions. Les cordes se font entendre de façon quasi exclusive au moment où le rotor supérieur de l'hélicoptère heurte le toit du tunnel. Hunt en profite pour se préparer à sauter.
Il atterrit sur le pied de l'hélicoptère en face de Phelps et le thème de Hunt se fait entendre pour la 3e fois. Cette fois-ci, dans toute sa splendeur héroïque, avant que le thème de Mission Impossible se fasse entendre, au moment où le héros colle un explosif sur la vitre de l'engin avant de sauter à nouveau sur le train juste avant l'explosion. L'apparition de ce thème, que ce soit celui d'Ethan Hunt ou de Mission Impossible, qui s'enchaîne directement, vient libérer toute la tension accumulée pendant plus de 4 minutes. L'hélicoptère va s'écrouler au sol, se rapprocher dangereusement du héros qui est encore accroché à l'arrière du train, un train qui se met à freiner en même temps. L'hélicoptère va s'arrêter très près du héros avec la pale du rotor stoppée à 1 cm de son cou. Et c'est une fin de scène avec Danny Elfman qui nous fait du Mickey Mousing lorsque survient l'évanouissement d'un employé de la SNCF, témoin de la scène depuis la cabine arrière du TGV, puisqu'il va utiliser des percussions, ce sont des bongos, pour matérialiser la chute de ce personnage. Alors je pense que c'est le morceau le plus énergique et chaotique que Elfman a jamais composé. Il utilise une technique très efficace et régulièrement employée au cinéma, qui est celle de la tension-libération. La première partie du morceau va créer cette tension, ce suspense très intense, et la seconde partie du morceau va, au moment opportun, lâcher toute sa puissance dramatique pour donner au spectateur ou à l'auditeur tout le relâchement de la tension qu'il a accumulée au long du morceau et au long de la scène. Visuellement, c'est très gros et malgré tout, ça reste très divertissant. Mais alors musicalement, c'est tellement fun. Mais tellement fun et haletant, j'adore. L'ensemble de la BO d'Elfman colle à fond au film d'espionnage. Il garde l'esprit de la série originale en utilisant les thèmes de la Lochifrine, mais aussi des arrangements traditionnels, avec lesquels Zimmer viendra en rupture totale dans le second opus. Pour le pire ou le meilleur, c'est pas une BO que je déteste, mais on n'est clairement pas sur le même registre. Voilà pour Mission Impossible. Je pense qu'il est temps de passer à une autre musique que j'affectionne énormément.
1995, c'est un film de Rennie Harlin avec Gina Davis et Matthew Modine. Il s'agit de L'île aux pirates et la musique est composée par John Dibney. Dans ce film, on suit les aventures de la pirate Morgan Adams, qui est jouée par Gina Davis, qui après le meurtre de son père hérite de son bateau et d'un tiers d'une carte au trésor qui se trouve sur son crâne. Elle s'allie avec un voleur qui s'appelle William Shaw, qui est donc joué par Matthew Modine, et pour retrouver les deux autres morceaux de la carte au trésor, ils vont devoir affronter l'oncle de Morgan, le pirate Dog. Alors j'ai connu ce film dans des circonstances particulières et grâce à la musique de film. En 2001 sort Le Retour de la momie, dont on a parlé un petit peu plus tôt. Je regarde la bande-annonce, j'entends une musique incroyable. Je sais que ce n'est pas tiré du film, mais alors d'où est-ce que ça peut venir ? Il me semble reconnaître le style de David Arnold, et même si certains passages utiliseront des parties de ces BO de Stargate dans cette bande-annonce, ce n'est pas le cas des autres morceaux, et en particulier de ceux qui m'intéressent. Du coup, merci Internet, parce qu'à cette époque-là, je peux faire des recherches et je me rends compte que cette musique est issue de ce film, L'île aux pirates, et que le compositeur est donc John Dibney. Ni une ni deux, je me procure la BO avant même d'avoir vu le film, comme souvent. Et là, je tombe littéralement de mon fauteuil. C'est un coup de foudre. Je découvre le film après avoir écouté la BO, que j'ai poncé je ne sais pas combien de fois. Et je trouve ironique d'avoir cru reconnaître David Arnold à la place de Dibney. Ironique mais logique, parce que c'est précisément David Arnold qui était prévu en pré-production pour mettre le film en musique. Il y a un poster qui est sorti à l'époque, avant que le film ne sorte au cinéma, sur lequel on voyait déjà le nom de David Arnold au bas de l'affiche. C'est finalement Dibney qui a hérité de la composition. John Dibney qui n'a rien fait, sincèrement, à mon goût en tout cas, de très marquant avant L'île aux pirates, et après non plus d'ailleurs. Entre Hocus Pocus et la série Sequest, c'est clairement c'est cette série qui m'a laissé le souvenir le plus clair du monsieur et de ce qu'il est capable de faire. Voilà, c'est vraiment un très joli thème que j'aimais beaucoup quand je regardais la série. En général, j'allais pas bien plus loin que le générique d'ailleurs. Sur L'île aux pirates, il convoque le London Symphony Orchestra. Et bon sang, mais qu'est-ce que ça s'entend ? Il va aussi engager des musiciens qui ont travaillé avec John Williams sur les Star Wars et sur Indiana Jones. Et alors ça aussi, ça s'entend. La scène de poursuite dont vous avez entendu la musique correspond à une course-poursuite en diligence. Et c'est quelque chose que j'ai rarement vu au cinéma. Encore moins pour un film de pirates. On est encore sur un score dans la veine de Korngold, clairement. Les personnages principaux s'échappent et les caisses claires, les timbales et autres cymbales vont donner le rythme du galop du cheval, mais aussi le rythme martial à cette scène qui sera appuyée par les cuivres. La diligence est poursuivie par plusieurs gardes à cheval et les combats vont même avoir lieu sur le toit de la diligence à grand renfort de coups de poing et d'effets sonores très 90s et cartoonesques. Je crois même, je pense que c'est sur ce film qu'on entend le cri de Willem à un moment donné. Si vous ne savez pas ce que c'est que le cri de Willem, vous l'avez déjà entendu, vous allez, c'est sûr, sourire un petit peu. Alors on a quelques passages un peu ridicules mais qui fonctionnent quand même bien parce qu'ils sont fun. Par exemple, lorsque Gina Davis doit se battre sur le toit de la diligence, elle se retrouve à un moment donné contrainte de monter sur un toit qu'elle a dans son dos pour éviter une chute et elle doit traverser un logement tout en longueur, tout en défonçant 2 fenêtres pour retomber en synchro sur la diligence qui continuait à avancer sur l'arche qui se trouvait juste en dessous. C'est cartoonesque, mais j'aime énormément ce genre de scène. C'est bien chorégraphié, le tempo, le rythme est bon, même si on voit les ficelles. C'est-à-dire que ce n'est pas une cascadeuse, c'est une actrice, mais elle fait quand même ses cascades. Donc, on peut lui pardonner l'imperfection de ce qu'on voit à l'image. C'est un petit peu rigide, c'est un petit peu calculé. Bon,
c'est pas grave. Le commandant en charge de la poursuite commande au navire qui mouille juste en face du quai sur lequel il se trouve de tirer des boulets de canon sur les fuyards et la scène se termine par des explosions de bâtiments où le décor vole littéralement en éclats et ils évitent, évidemment, ce sont les héros du film, tous les débris, tous les coups de canon. C'est super fun parce qu'on voit de vraies explosions, on voit de vrais débris, on voit de vrais acteurs. Là, c'est fait pour de vrai. Ici encore, hein, sur cette BO, on n'a aucun synthé. On est sur du 100% symphonique et je pense que en parcourant même l'intégralité de la BO sur 2 CD, j'ai pas trouvé un seul coup de synthé. C'est vraiment 100% organique. Le but pour Dibney, c'était de revenir vers l'âge d'or d'Hollywood. Il infuse ici et là le thème de l'héroïne, Morgan Adams. Ce thème, il va le remanier, le tronquer, le modifier. Oui, donc je trouve sincèrement qu'il n'est pas assez audible. Il l'est, hein, mais pas à mon goût, parce que j'adore ce thème et j'adore son arrangement. Donc, je vous propose de l'écouter quelques secondes. C'est un morceau issu du générique du début. Voilà, moi je vous le redis, pour moi c'est un score grandiose. Je vous invite fortement à l'écouter. Vous le trouverez en streaming, soit en version 1 CD ou bien en version double album. Mais pour une découverte, si c'est la première fois que vous plongez dans ce film, la version 1 CD vous suffira amplement. Bien, on va passer au morceau suivant. Mais avant que vous ne l'écoutiez, je veux que vous ayez en tête que ce morceau, c'est le morceau qui m'a donné l'envie de faire cet épisode. J'en dis pas plus, si ce n'est que, sincèrement, j'aimerais être ceux d'entre vous qui allaient l'entendre pour la toute première fois. Alors c'est parti, accrochez-vous.
Alors non, ce n'est pas un James Bond et pourtant j'attends depuis ce film qu'il en fasse un jour. Là, on est en 2003. C'est un film d'espionnage, ça c'est sûr. C'est aussi un film d'action, ça laisse aucun doute. Et aussi un peu de science-fiction de John Woo avec Ben Affleck, Uma Thurman, Aaron Eckhart et Paul Giamatti. C'est Paycheck sur une musique composée par John Powell qui est parmi mes compositeurs préférés. Peut-être le second ou troisième, parce que personne ne détrône James Horner et John Williams. Donc, John Powell, le film tourne autour de Michael Jennings, qui est joué par Ben Affleck. C'est un ingénieur qui efface sa mémoire après chaque mission secrète. À la fin de son dernier projet, qui s'étale sur 3 ans, il se retrouve avec une enveloppe contenant des objets de sa vie courante, au lieu du chèque de 92 millions de dollars qui lui était promis. Il est suivi par le FBI et des tueurs et doit utiliser ces objets pour comprendre ce qui lui arrive, reconstituer le puzzle de son passé et comprendre pourquoi il a renoncé à son argent. Le morceau s'appelle Hawk Chase Part 1 et Part 2. C'est une scène de course-poursuite entre la moto des héros, donc le duo Ben Affleck-Uma Thurman, et plusieurs voitures de tueurs engagées par son ancien patron qui veut les éliminer. C'est une course-poursuite extrêmement efficace, vraiment du grand John Woo, dans le sens où on assiste à une scène qui est très chorégraphiée, où les véhicules se croisent, se choquent, font des tonneaux, des sauts, tout ça sur un fond d'étincelles, d'explosions, avec tirs de revolver et tôle froissée. D'ailleurs, il fait soleil, mais la route est mouillée, histoire de rajouter de l'intensité à la scène, avec les reflets renvoyés par les phares et autres sources de lumière. C'est un truc qui est très utilisé dans le cinéma. John Powell fait pas mal de Mickey Mousing en synchronisant sa composition à l'image, mais même hors film, ça reste extrêmement bien écoutable et bien calibré. Au départ, on est sur une composition laissant la part belle à la section de cordes, qu'il va faire varier très énergiquement pour coller à la vitesse des images et au montage. Puis, les cuivres arrivent dans un crescendo au moment où un tueur rapproche assez sa voiture pour tirer dans le rétroviseur de la moto. Et arrive un passage que j'aime énormément. La moto est encerclée par 2 voitures qui la prennent en sandwich, alors que 2 autres voitures arrivent en face et se collent pour faire un mur. Le tout en mouvement, bien évidemment, c'est une course-poursuite. Donc John Powell va utiliser les cuivres dans un registre grave avec un mouvement de corde en arrière-plan qui va jouer frénétiquement vers les aigus jusqu'au moment où la moto arrive à se dégager alors que la voiture de gauche se décale afin d'éviter l'accident puisqu'il y a les 2 murs de voiture qui approchent en face. À ce moment-là, Powell libère un peu la tension en repartant vers un passage un peu plus épique qui est dominé par les cuivres pour symboliser la maîtrise de la situation par les héros dont la moto évite les balles. Puis encore un moment que j'adore, la moto slalom entre les voitures et autres camions. Et pour illustrer ça, Powell va faire virevolter frénétiquement les vents en un staccato rapide et aigu et les cuivres dans un registre plus lent et plus grave jusqu'à ce qu'un tueur se prenne un camion. Et là, on a une légère pause, une légère accalmie musicale et on passe à la seconde section qu'ici j'ai enchaîné un peu plus musicalement. Alors, cette section m'a mis la chair de poule la première fois que je l'ai entendue. On y a tout. Il y a cordes, cuivre, percussion, variation de tempo, introduction du magnifique thème qui unit Ben Affleck et Uma Thurman. On a des sections qui font clairement penser à du Bernard Herrmann pour le côté suspense. De toute façon, cette BO, c'est souvent du Herrmann sous stéroïdes. La poursuite se situe maintenant dans une sorte de dépôt pour containers avec une caméra aérienne qui nous offre un plan large sur notre nouvelle aire de jeu. Powell accompagne ce plan avec le motif de cette seconde partie qui ne sera qu'introduit pour l'instant et donc très partiel. Ici, on va assister à un ballet entre voiture et moto. John Woo va jouer sur le rapport de taille et d'agilité entre une moto qui peut aisément circuler dans un container ouvert et des voitures qui peuvent l'écraser sans effort dès que la moto sort du container. Un jeu du chat et de la souris que Powell va retranscrire au travers du côté malicieux et très dynamique de sa composition. Par exemple, la moto roule dans un container, en parallèle, une voiture roule à l'extérieur. La voiture heurte la porte du container
qui se referme sur la moto au moment où elle est en train d'en sortir. Dans le choc, les héros perdent une enveloppe dont ils ont besoin pour aller au bout de leur enquête. Et John Woo va faire un ralenti sur l'enveloppe qui tombe au sol. Et pour représenter ce ralenti, Powell va suspendre une note jouée au cuivre et introduire une harpe. Ce qui nous permet de souffler un peu. C'est une trouvaille qui passe un peu inaperçue si vous ne prêtez pas l'oreille. Vous pouvez la manquer. Pour récupérer l'enveloppe, Uma Thurman descend de la moto et fait un demi-tour à pied alors que Ben Affleck reprend son balai entre moto et voiture. Et on sent que Powell monte en tension au moment où arrivent les corps qui jouent dans un registre très grave alors que les trompettes font leur ascension héroïque pendant que le montage de John Woo va alterner entre la moto et les voitures qui lui arrivent en face pour appuyer le fait qu'aucun des deux véhicules ne changera de direction jusqu'à ce que la moto tourne au dernier moment dans un conteneur ouvert. Et là, les enfants, alors là, on y est. On entend un des thèmes les plus héroïques que Powell a jamais composé. Les cuivres y vont à fond, les corps jouent les accords en soutien, les trompettes balancent des attaques qui sonnent très James Bond et la musique est frénétique alors que la moto fonce dans une énorme buse pour échapper à la voiture qui le poursuit et qui finit d'ailleurs par s'y encastrer avec un magnifique ralenti à la John Woo que certains qualifieront de kitsch. Moi je le trouve joli. Ce qui marque une nouvelle pause de la musique. Lorsque Ben Affleck fait volontairement déraper sa roue sur les cailloux pour les projeter sur la voiture qui s'apprête à écraser sa comparse, le magnifique thème romantique arrive, puis la voiture se prend de plein fouet un engin de travaux. Powell marque encore une pause avec des percussions et une nouvelle utilisation de la harpe suivie par une unique section de cordes et de vent, alors que la voiture passe au-dessus des deux personnages. Le magnifique thème revient, remanié en version plus épique, avec des ponctuations au cuivre que j'adore. La moto tente alors de fuir un hélicoptère de la police qui vient de mettre en fuite les tueurs. Les héros pénètrent à moto dans un tunnel, ils sont suivis par une voiture de police et John Powell colle musicalement à l'action avec une section de cordes et de percussions frénétiques jusqu'à ce que Uma Thurman lance son casque au travers de l'habitacle de la voiture pour assommer le policier. Et pour coller à ce passage, Powell fait davantage entendre les effets électro, des effets très typés 90-2000. Et puis enfin, le thème romantique revient pour clôturer la scène et nous permettre enfin de respirer. Eh bien, j'espère que vous avez ressenti toute mon excitation à vous parler de cette scène. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite parce que j'adore cette scène, j'adore cette musique et chaque fois que j'arrive à la scène de la police à la fin, je suis tellement déçu que ce soit déjà fini. Sur cette BO, Powell va utiliser l'électronique avec suffisamment d'espacement par rapport aux sections orchestrales pour ne pas rendre le score indigeste. C'est un excellent dosage entre suspense, action et romance. Je vous invite à aller sur YouTube et à taper Paycheck Car Chase et vous trouverez la course-poursuite accompagnée de la seule musique. Là, vous verrez tous les points de synchro que Powell a placés et vous ressentirez encore mieux les émotions que ça véhicule. Je vous parlais du thème romantique placé ici et là dans la scène de poursuite. Je ne résiste pas à l'idée de vous faire écouter un court extrait de sa version finale parce que c'est vraiment magnifique. Voilà, en résumé, on a deux sections très différentes sur ce morceau. La première n'a pas de mélodie, on est sur quelque chose de très nerveux avec des staccatos rapides, des cuivres franchement agressifs. Et la seconde partie nous permet d'entendre un thème épique et le thème romantique, et avec un bel équilibre entre synthétique et orchestral. Les synthés, ici, servent plus à donner de la couleur
peut-être un peu à dynamiser, mais je trouve que côté rythme, les cuivres et les cordes sont déjà pleinement au travail. Je suis toujours le plus heureux de vous parler de John Powell parce qu'il fait partie de ces compositeurs hyper inventifs dont la musique est souvent hyper active. Il est très généreux dans sa composition et jamais timide dans ses orchestrations, sans en faire trop dans ce qu'il écrit, à part peut-être pour le film Solo, pour lequel Star Wars oblige, il a voulu rendre un hommage appuyé à John Williams et il s'est montré peut-être un peu trop bruyant, un peu trop gourmand, mais on n'a pas de ça sur Paycheck. C'est équilibré, ça ne fatigue pas l'oreille à l'écoute. On sent l'influence de Bernard Herrmann pour le suspense et de John Barry pour les séquences d'action et d'espionnage. Et je le redis, mais j'espère qu'un jour je verrai le nom de John Powell au générique d'un James Bond. Bon alors, vous avez encore envie de vitesse ou vous en avez assez ? Alors désolé pour ceux qui en ont assez, mais on continue. Un film sorti en 2014, réalisé par Scott Waugh avec Aaron Paul, tout droit sorti de Breaking Bad, Imogen Poots, Rami Malek et Michael Keaton.
C'est une adaptation du jeu vidéo mondialement connu Need for Speed, qui sincèrement, au final, est plutôt un bon film. En tout cas, bien meilleur que au moins les 5 derniers Fast and Furious. Aaron Paul interprète dans ce film le rôle de Toby Marshall. C'est un mécanicien et pilote de rue, un as du volant, qui est accusé à tort et emprisonné après la mort de son ami, victime d'un accident pendant une course. Comme on est sur une histoire de vengeance, son ami étant mort à cause de son rival Dino Brewster, Toby sort de prison avec une seule idée en tête, retrouver Dino dans le but de le confronter et prouver son innocence. Cette BO, je la trouve vraiment excellente. First équilibre, parce que j'ai pas donné le nom du compositeur, Nathan First. First équilibre complètement l'orchestral pour caractériser l'humain et le grandiose. Et l'électronique, pour ce qui est de l'énergie moderne, ça sonne comme un rappel aux jeux vidéo ainsi qu'à cet univers automobile. La scène commence alors que Toby et le personnage d'Imogen Poots roulent dans le désert de l'Utah et sont poursuivis par des mercenaires attirés par la prime offerte par Dino afin de les neutraliser. On y démarre avec un arrangement sobre, cordes et électro, avec un rythme régulier joué au synthé ou d'autres percussions qui donnent le rythme et la tension à la scène. Lorsque la voiture braque violemment sur la gauche pour essayer d'échapper aux poursuivants en prenant un chemin alternatif, le thème héroïque du film se fait entendre. C'est un très beau thème. Et on sort du registre grave pour aller vers des cuivres aigus, toujours soutenus par un ostinato de cordes plus grave, afin de garder à l'esprit le danger et la tension de la poursuite. On rebascule dans le registre de la tension avec l'ajout d'une guitare électrique, le maintien de l'ostinato de cordes et des cuivres, alors que Toby essaie de joindre un coéquipier devant les aider à fuir l'Utah. La voiture qui les poursuit se rapproche d'eux. Elle monte sur une crête, le vide commence à les encercler et l'hélicoptère militaire piloté par leur coéquipier apparaît sur le côté du véhicule. Ici, la musique repart dans le positif après un ralentissement et un changement de rythme où le thème est joué à nouveau, cette fois-ci appuyé par une guitare électrique. Les ostinatos se font plus violents, ils sont joués par tous les instruments à une vitesse vraiment très soutenue. Au moment où Toby attache les câbles qui descendent de l'hélicoptère à l'intérieur de la voiture, et là on comprend très bien ce qui va se passer, c'est digne d'un Bond. La voiture plonge dans le vide et l'hélicoptère la transporte au-dessus du désert et des canyons. Dans le film, évidemment, une fois que la voiture est suspendue dans le vide et que la musique s'est arrêtée, quelques instants plus tard, on passe au morceau suivant pour relâcher la tension. C'est ce que vous entendez en arrière-plan. Cette scène de poursuite est très efficace, d'autant que tout semble avoir été fait en réel. Je veux dire que la voiture est réellement portée par l'hélicoptère, et ça rajoute beaucoup d'immersion. Et quand je suis face à ce genre d'image, je sais que je ne vais pas décrocher. Étant donné que ce que je vois est réel, mon esprit n'est pas en train de me dire c'est mal fait, on voit que c'est de la CGI. J'ai plus envie de voir ce film. Là au moins, le côté viscéral du film est porté par les cascades qui sont faites en réel. C'est une BO que j'aime beaucoup. Déjà parce que le thème principal est génial, et ensuite parce qu'il revient régulièrement. C'est un leitmotiv, c'est un thème. Quand on sort du film, on y repense. On peut le fredonner. Il reste quelque chose de cette musique quand on voit le générique de fin. Et ensuite, c'est une BO que j'aime beaucoup parce que First, le compositeur, ne se contente pas de faire de la musique d'action. Il y injecte aussi de la tension. Ce qui fait que sur cette scène dont vous avez écouté la musique, on n'est pas simplement sur deux personnages en pleine course-poursuite. Ici, on sent que l'enjeu est vital. La tension est palpable. Il va utiliser pour illustrer sa musique des effets tels que des crescendos, des ruptures de rythme et exploiter les silences et les ruptures au bon moment. Le parfait exemple de cette rupture, c'est la fin du morceau où l'action s'arrête brutalement lorsque la voiture saute dans le vide. Dans le reste de la BO, on aura aussi des moments plus posés, plus contemplatifs, un petit peu, un petit peu cliché quelque part, avec utilisation de guitare sèche, utilisation de cordes, de chœurs. Ça a beau être cliché, un petit peu stéréotypé, ça n'en reste pas moins vraiment très beau et très agréable à écouter.
Bref, écoutez-la en voiture, écoutez-la chez vous, écoutez-la en faisant la cuisine. Mais écoutez-la, je vous garantis que vous allez passer un super moment. Allez, on y est. Dernier morceau de cet épisode consacré aux musiques de course-poursuite en tout genre. On va finir en beauté, alors accrochez-vous encore plus fort. On termine en beauté avec un film de 2005 réalisé par Breck Eisner avec Matthew McConaughey, Penelope Cruz, William H. Macy, Dwight Schrute de The Office, Rainn Wilson
et Lambert Wilson dans le rôle d'un mec pas très sympa parce qu'il est français, c'est normal. Le film, c'est Sahara et la musique est composée par David Arnold. Ah non, pardon, on me dit que c'est Clint Mansell à l'oreillette. Et les morceaux, parce qu'il y en a deux, s'appellent Hold Tight et Hold Tighter. Je les ai édités et raccordés pour en faire un seul et même morceau, parce que dans la scène du film, ces deux morceaux sont séparés par quelques secondes de silence. Pour que ce soit plus agréable à l'écoute, j'ai préféré les enchaîner. Dans ce film, Dirk Pitt, joué par McConaughey, est un mélange entre James Bond et Indiana Jones, et avec son ami Hal Giordino, part à la recherche d'un cuirassé de la guerre de sécession disparu il y a fort longtemps, ce qui va les conduire notamment en Afrique de l'Ouest, sur les fleuves du Mali. Là-bas, ils rencontreront une scientifique de l'OMS, Eva Rojas, qui est jouée par Penélope Cruz, qui enquête sur l'origine d'une épidémie. Et vous allez me dire quel est le point commun ? Eh ben, tous les trois vont mettre à jour une sorte de conspiration qui implique un homme d'affaires français, wink wink, donc forcément véreux, et impliquant également des mercenaires. Du coup, j'ai un peu de mal à résumer parce que c'est compliqué pour pas grand-chose. Du coup, disais-je, ces trois héros vont devoir s'allier pour résoudre à la fois le mystère de ce navire disparu et la menace de l'épidémie qui... alors, je me souviens pas très bien du film, mais cette histoire d'épidémie, j'en ai absolument aucun souvenir. La musique que vous avez entendue illustre une course-poursuite en bateau entre les deux héros et les mercenaires qui sont aux ordres du général qui contrôle la zone où ils se trouvent. Alors, rappelez-vous, plus tôt dans l'épisode, je vous parlais de David Arnold, dont j'adore la musique. David Arnold qui travaillait exclusivement dans les années 90 avec le même arrangeur, Nicholas Dodd. Or, depuis qu'ils ne travaillent plus ensemble, les compositions de Arnold sont devenues très quelconques. Pour comprendre pourquoi ce changement, il faut se poser les bonnes questions. Alors, qu'est-ce qu'un arrangeur ? Qu'est-ce qu'un orchestrateur ? Tous les compositeurs ne sont pas à même de choisir quel type d'instrument, quel musicien et quelle couleur, quelle texture donner à leur musique. Donc ils font parfois appel à des gens dont c'est le travail, dont c'est la spécialité, des gens qui sont, et c'est important pour ce que je vais dire plus tard, capables très souvent eux-mêmes de composer. Donc David Arnold s'est entouré de Nicholas Dodd, qui est capable de lire des partitions, qui est capable de choisir des musiciens, qui est capable de choisir une couleur que Arnold souhaite donner à son orchestre. Et du coup, quand j'écoute une musique composée par David Arnold, compositeur de James Bond, entre autres, de Pierce Brosnan et de Daniel Craig, lorsque j'écoute sa musique, je reconnais une couleur, comme quand vous écoutez une chanteuse et que vous reconnaissez sa voix. Quiconque écoute beaucoup de musique, et musique de film également, est capable de reconnaître une identité acoustique, une identité musicale à travers un compositeur. Eh bien, Nicholas Dodd s'avère, pour moi, être un des seuls responsables dans ce duo entre Arnold et Dodd de cette couleur musicale. Parce que là, on est sur une BO composée par Clint Mansell. Clint Mansell, qui est quand même le compositeur de Requiem for a Dream. Donc, vous voyez le contraste entre les deux. Si Mansell a choisi Dodd, c'est parce qu'il voulait reprendre les bases d'une musique bondienne. Je suis sûr que ce n'est pas une coïncidence. Tout en poussant la barre beaucoup plus loin au niveau extravagance. Ici, on est non seulement mais alors très proche du son qu'on a sur les James Bond de Pierce Brosnan, entre autres, mise en musique par David Arnold, puisque Nicholas Dodd est l'arrangeur de Arnold. Par exemple, les cuivres mutés que vous avez entendus, qui donnent un son extravagant, style Opération Tonnerre de Sean Connery, parce que c'est de là que c'est venu, dans les Bonds, ce son. Arnold les a utilisés également, ces sons-là. On les retrouve dans Sahara. C'est pas une coïncidence. Mais, et c'est là que pour moi c'est plus décevant, on retrouve aussi des tics, des techniques de composition de David Arnold, des riffs de cordes, des enchaînements, une façon de s'exprimer à travers la musique. Et là, on est plus dans la composition pure que dans l'orchestration. Ce qui me fait penser que, bien plus qu'un arrangeur, Nicholas Dodd était peut-être aussi compositeur sur les BO de David Arnold.
mais non crédités. Et ça me fait mal de dire ça, parce qu'Arnold, c'est un compositeur que j'aime beaucoup. Stargate, c'est excellent. Independence Day, c'est excellent. Et il n'a pas fait que ça, hein. Il a fait d'autres films. J'aurai l'occasion de vous en parler dans un autre épisode. Mais il a fait beaucoup de films en collaboration avec Nicolas Dodd où la musique était vraiment excellente. Et quand je me suis rendu compte que lorsqu'il se départissait de Nicolas Dodd, de son orchestrateur, sa musique était moins intéressante, le doute n'était plus vraiment permis. J'attends avec impatience d'avoir tort. Je reviens sur Sahara, pardon pour la petite parenthèse bondienne, mais pour moi c'est très compliqué de ne pas digresser. Pour la première partie de la musique que vous avez entendue, Hold Tight, la scène démarre lorsqu'une patrouille fluviale s'approche du bateau de Dirk, Hal et Rudy. Et lorsqu'ils renversent le bateau de la patrouille, via une technique très amusante que je vous laisserai découvrir dans le film, la musique démarre et la poursuite avec. Cette scène de course-poursuite est impressionnante parce que la vitesse a l'air réelle, ou en tout cas elle s'en rapproche, et les cascades sont réelles aussi. Dirk se retrouve à l'arrière du bateau des mercenaires après y avoir été éjecté suite à une collision, et le motif de cuivre muté à la James Bond se fait entendre alors qu'il va se mettre à éviter les balles en se cachant derrière le rebord de ce bateau à quelques centimètres de l'eau via une cascade très bien exécutée d'ailleurs. Ce motif de cuivre est une façon d'introduire le thème d'action. Il est introduit en filigrane. En parallèle, les cordes jouent un staccato pour appuyer la sensation de mouvement. Et puis on entend à nouveau l'ébauche du thème joué au cuivre qui sont encore une fois mutés. Après quelques échanges de balles bien nourris, Dirk parvient à remonter sur son bateau et la musique délivre enfin le thème dans une version plus longue mais pas encore intégrale. Cette fois, les trompettes ne sont plus mutées, elles s'expriment à pleine puissance. La seconde partie que j'ai enchaînée pour garder le rythme, Hold Tight, s'ouvre lorsque deux patrouilles fluviales tirent à boulet rouge sur le bateau des trois personnages. Ils remettent les gaz et le bateau repart en essayant de semer les poursuivants. Les cuivres mutés reviennent pendant que les deux amis échafaudent un plan que Rudy ne comprend pas. Et en fait, ils font du bateau une bombe à retardement en coupant les tuyaux d'alimentation en carburant contre lesquels ils vont fixer un cigare allumé. Un ostinato de cuivre montant annonce que la pression va s'inverser et qu'on passe de tension à héroïsme alors que leur bateau fait demi-tour et qu'il se place pile entre les deux bateaux mercenaires qui arrivent en face et qui les poursuivaient jusqu'alors. Là, ils se jettent à l'eau et le thème héroïque se déploie, mais dans sa version la plus complète et la plus exubérante possible, avec des trompettes qui explosent en même temps que les bateaux, dans un déferlement de flammes et de débris. C'est une BO qui m'a positivement choqué quand j'ai vu que le compositeur était Clint Mansell. Parce que je vous le répète, moi à l'époque, ce compositeur, je ne le connaissais que pour son travail sur Requiem for a Dream. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est très très loin de ce qu'il avait écrit sur ce film ici. C'est un grand score d'aventure, extrêmement fun, qui partage beaucoup de choses avec la plupart des films dont je vous ai fait écouter la musique aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai préféré vous le présenter à la fin. Il y a du Silvestri sur La Momie, il y a du David Arnold, il y a du John Debney, il y a une construction en deux parties comme Elfman sur Mission Impossible ou John Powell sur Paycheck. Donc une fois n'est pas coutume, le film est dispensable, il est fun, mais c'est pas incroyable. Par contre, la BO, sincèrement, si vous voulez passer un bon moment en écoutant quelque chose de très sympa, de léger et qui va vous élever un petit peu l'esprit, écoutez la BO de Sahara par Clint Mansell parce que vraiment vous allez vous régaler. Il y a de beaux passages contemplatifs aussi. Eh bien, nous voici au bout de l'épisode. Un épisode que je me suis vraiment amusé à écrire et à préparer, notamment à préparer la musique parce que c'est le style lumineux, positif et enjoué que j'aime dans la musique de film. Et c'est un style qui me manque cruellement aujourd'hui. Je le dis à chaque fois, mais le travail thématique d'une BO est très important pour que le spectateur, que l'on est tous, s'attache davantage aux images. Sans cet effort de composition, on quitte la salle en ne gardant pas grand-chose du film en tête. Je rêve de retrouver une époque où le compositeur créait une suite orchestrale qui reprenait tous les thèmes emblématiques du film pour lequel il venait d'écrire la musique. Parce que c'était comme sortir, c'était un coda en quelque sorte,
C'était comme sortir d'un spectacle. Quitter la salle avec des thèmes qu'on avait entendus au milieu d'effets sonores, au milieu d'images assez percutantes, mais dont on n'avait pas vraiment capté toute la dimension. Le fait de les entendre pendant le générique de fin, ça permettait de se rendre compte qu'on les avait entendus en filigrane, qu'on n'en avait pas forcément fait cas, mais que c'était très bien écrit et que ça nous avait malgré tout marqué, et ça permettait de ressortir de la salle avec le souvenir du film, avec la musique du film en tête. Retirez le thème des Dents de la Mer. Je vous garantis que le requin ne fait plus peur. Surtout lorsqu'on ne le voit pas, ce qui est le cas de 80% du film. J'espère qu'en cette fin d'été, c'est un épisode qui vous aura permis de prolonger un peu votre période estivale et de sentir un peu d'exotisme, de chaleur et d'aventure frénétique. J'attends vos retours. Vous pouvez commenter sur toutes les plateformes disponibles sur lesquelles se trouve le podcast. Et n'hésitez pas à faire tourner les liens vers le podcast sur vos réseaux respectifs ou par bouche à oreille. Ça peut m'aider à gagner en visibilité. Je le redis, je ne rémunère pas mon podcast. Je le fais vraiment par pur plaisir. Donc si je vous demande de le faire tourner, c'est pas pour que ça me rapporte un petit peu plus. C'est parce que même si j'aime ce que je fais, je veux pas le faire que pour moi. Je veux pouvoir partager quelque chose. Et un podcast ne devient vivant que s'il est écouté par d'autres personnes. Donc, c'est une volonté pédagogique, sans aucune prétention, dont j'espère que vous apprécierez la démarche. Dites-moi aussi quel compositeur, quel thème, quelle saga. Envoyez-moi vos suggestions sur des sujets que vous voudriez que j'aborde. Toutes vos remarques, toutes vos suggestions sont toujours les bienvenues, les critiques aussi d'ailleurs. Je les prends vraiment en compte et j'ai essayé par exemple de modérer mon débit, ce qui n'est pas facile. Parce que je m'amuse tellement à faire ce que je fais et je suis tellement excité quand je vous commente les techniques de composition ou les scènes que la musique est en train de décrire que j'ai tendance à oublier de modérer mon débit. Je vous remercie pour votre écoute. Comme d'habitude, on va se laisser avec le traditionnel morceau bonus et pas des moindres. C'est un film d'animation de DreamWorks de 2003 qui est réalisé par Patrick Gilmore et Tim Johnson avec les voix françaises c'est pas une blague, de Patrick Bruel et Monica Bellucci dans les rôles de Sinbad et Marina. Le film, c'est Sinbad, la légende des 7 mers. C'est un morceau très court, mais qui contient le style héroïque et épique que j'affectionne tant chez Harry Gregson Williams. C'est un compositeur qui donne habituellement la part belle à l'électronique, mais ici on est sur du 90% orchestral, parce que là, dans ce que vous entendrez, il me semble que les percussions sont électroniques. Gregson Williams démarre en tension, puisque c'est une scène où Sinbad et Marina doivent fuir une espèce d'aigle des glaces. Après un saut dans le vide, Sinbad utilise son bouclier comme luge, et le thème héroïque du film apparaît. Ensuite, c'est, vous l'entendrez, un va-et-vient entre tension et héroïsme, alors que l'oiseau les poursuit dans leur glissade. Là encore, ce sont des trompettes qui délivrent le thème, auquel les corps répondent en le citant à leur tour. C'est une conversation entre deux sections de cuivre, en définitive. C'est un morceau qui lui aussi est digne de Korngold et des films de Cap et d'épée, simplement remis au goût du jour et modernisé. Toute la BO est géniale. Je ne peux pas en dire autant du film, franchement. Bref, je vous laisse avec Rescue, composé par Harry Gregson Williams. C'était Julien de Parlons BO. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Prenez soin de vous. Ciao.